Chers amis, nous poursuivons notre découverte, notre redécouverte des musiques de générique de télévision et aujourd'hui plus particulièrement, transportons-nous aux États-Unis dans les années 60, dans la deuxième moitié des années 60. Alors quand je dis transportons-nous aux États-Unis, c'est pour la production parce que pour ce qui est de la diffusion, toutes ces musiques ont très vite envahi, je dirais, les pays occidentaux, la France. Les génériques chantés étaient même parfois traduits en français, chantés en français, et on en a une abondance. Et je faisais remarquer dans la présentée d'émission que le générique de télévision obéit à des règles très strictes qui rejoignent quelquefois ce que sera par la suite le jingle ou la publicité, c'est-à-dire l'accroche dès les premières notes de musique. Mais on peut dire que les musiciens classiques savaient déjà faire cela et avaient aussi parfois le même problème pour assurer une pérennité à leur musique, pour faire des tubes. Et ils ont eu quelquefois de très belles musiques qui seront hélas des non-tubes, mais ça ne marche pas à chaque fois. Alors, dans le choix que j'ai fait, on voit que la télévision des années 60, au départ, c'était très western, c'était très lié en fait à une sorte de cinéma de deuxième main que l'on pouvait voir donc sur petit écran, va développer des formes spécifiques, notamment développer tout un pan, je dirais, social aussi, politique quelquefois, avec le feuilleton policier, mais qui va au-delà de simplement l'énigme policière qui touche au quotidien des gens. Et la science-fiction, évidemment, l'imaginaire, la télévision va avoir le champ pour développer cela beaucoup plus parfois que le cinéma parce que ça tient sur la longueur, jusqu'à 30-35 épisodes par an, par série, des séries qui durent parfois plusieurs années et qui donc fidélisent une certaine façon de faire et avec un générique souvent immuable qui est un peu la carte d'identité. De même que les logos que l'on retrouve quelquefois d'ailleurs dans les diffusions DVD aujourd'hui, les logos, le visuel aussi des génériques qui est parfois très très soigné. Je vous propose de revenir donc en arrière et d'écouter cela comme quelque chose qui peut nous rappeler, mais c'est aussi la découverte tout simplement de musique très intéressante, un genre très spécifique, la musique de générique de télévision. En 1964, c'est Voyage au fond des mers, une série de science-fiction mais qui se passe dans un monde presque actuel, dans un sous-marin tout à fait étonnant où on rencontre un peu comme Jules Verne beaucoup plus tard des créatures diverses et variées. C'est Paul Sautel qui va signer le générique de Voyage au fond des mers pour 110 épisodes entre 64 et 68. C'est un Canadien venu du cinéma qui a travaillé par centaines de films et qui, quelquefois, travaillera aussi pour la télévision. Vous remarquerez aussi la période où les bruitages kitschissimes envahissent les films de science-fiction. On y trouve des pieuvres géantes, on y trouve des créatures totalement improbables, mais Voyage au fond des mers a pu générer évidemment à la télévision un succès tout à fait légitime et pas seulement que chez les jeunes enfants. Et on trouve dans cette musique ce qui va disparaître d'ailleurs des films de science-fiction, c'est le côté musique d'avant-garde, bruitage électronique, qui disparaîtra au profit de ce qu'on entend à la fin de ce même générique, le côté un peu opéra, space opéra, avec une musique très romantique, très wagnérienne et on est finalement une dizaine d'années avant la guerre des étoiles qui va imposer avec John Williams en 1977 un style de musique de science-fiction tout à fait nouveau et tout à fait, je dirais, presque romantique à l'occidental. Ce qui est intéressant, c'est que John Williams, avant la guerre des étoiles en 1977, eh bien, il va être sollicité pour 3 séries de science-fiction
à la télévision. On va en entendre 2 d'entre elles au cours de cette émission, et ça ne sera donc pas étonnant qu'il puisse être ainsi sollicité pour cette série. Au départ, Star Wars, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, hein, c'était un truc un peu d'un nouveau genre, et puis donc trouver une espèce de patte musicale qui, pour une grande part, vient de la télévision. En 1965, on va aussi associer finalement le western, un peu en train de disparaître, je dirais, des préoccupations principales. Alors on le fait survivre, j'allais dire, avec aussi un peu de science-fiction, un peu d'imaginaire. C'est bien sûr Les Mystères de l'Ouest, série mythique qui sera aussi déclinée en long métrage par la suite avec Will Smith. Les Mystères de l'Ouest, musique de Richard Markowitz, quelqu'un qui travaille dans le cinéma depuis quelques années et qui va signer un des westerns sans doute les plus réussis, je dirais musicalement, à travers la télévision, et aussi avec un visuel animé tout à fait étonnant. Ça n'a pas pris une ride, enfin si, mais c'est ça son charme. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Là encore une fois, dès les premières notes, on sait qu'on est dans Les Mystères de l'Ouest, et aussi un petit côté presque romantique avec le corps, avec des instruments d'orchestre symphonique, des petits sons modernes aussi, c'est très étonnant, et ça se passe aussi beaucoup dans le train. Une grande publicité pour la SNCF, montrer les intérêts du train, puisque c'est indissociable évidemment de ce feuilleton Les Mystères de l'Ouest, 104 épisodes qui commence donc au moment où les Italiens prennent un peu le relais des Américains pour des fortunes diverses et variées, mais en tout cas on n'est jamais déçu, mais c'est tout à fait un autre monde et une musique à inventer. Ce sera essentiellement Ennio Morricone qui, avec un premier Ringo, va imposer en quelque sorte aussi une sorte de canon esthétique d'un revival du western, qui mourra quand même au bout d'un moment, mais enfin voilà. Alors, nous avons aussi dans l'humour, dans l'improbable, dans le gadget un peu, Max la Menace, qui arrive en 1965 pour 138 épisodes. Là aussi, il y a eu des téléfilms qui ont poursuivi et un film avec Steve Carell et Anne Hathaway quand même en 2008. Mais là aussi, la musique est de toute beauté, j'allais dire, et de toute originalité, et aussi le visuel du générique avec ses portes qui s'ouvrent et qui se referment un peu de façon improbable. Alors Max la Menace, avec le visuel, effectivement à la radio on ne voit pas les images, mais quand on a vu le générique une fois, on ne peut pas, évidemment en écoutant cette musique extraordinaire, y penser. Max la Menace avec Don Adams, acteur de télévision tout à fait inspiré, et la très belle Barbara Feldon, agent 99. Voilà, c'est des souvenirs. Le compositeur, c'est un Hongrois qui s'appelle Irving Szatmári, qui va donc habiter aux États-Unis,
et qui sera mort à Malte plus tard. Une vie de roman, Irving Zachary, qui a fait un peu dans le cinéma, mais pas beaucoup, plutôt dans la variété, et qui a fait cette musique tout à fait extraordinaire de Max la Menace. Et là encore, la fonctionnalité dans un monde d'espionnage, mais alors là, vraiment, c'est tourné en dérision. Alors, il y a d'autres feuilletons à l'époque, Les Espions, Destination Danger, etc., qui sont liés à l'espionnage, et Mission Impossible, que nous verrons un peu plus tard dans cette émission. Alors, en 1965, c'est un feuilleton qui s'appelle Perdu dans l'espace. Il y aura aussi des remakes récents. 83 épisodes qui ne passeront que très peu à la télévision française. En fait, c'était surtout sur Télé Luxembourg qu'on pouvait voir ce genre de feuilleton. Il n'était pas passé à l'ORTF à l'époque. Perdu dans l'espace, il faudra attendre les années 90 pour le connaître. Mais il existe en 65 et cette histoire avec un Zorro, Guy Williams, oui, qui est recyclé dans ce feuilleton en 1965, c'est John Williams, compositeur encore peu connu, un peu anonyme, qui fait le générique de ce feuilleton de science-fiction. C'est wagnérissime, j'allais dire, c'est kitschissime, c'est jazzy, c'est John Williams qui a déjà posé quelques jalons avec les cuivres très étincelants, très tétralogie wagnérienne que l'on trouve dans ce feuilleton. Un peu oublié, mais je pense qu'il repassera quelquefois aussi sur les chaînes du câble en mal de matière. Voici donc Perdu dans l'espace, et 1966, c'est sans doute un des génériques les plus mythiques de la télévision, c'est Mission Impossible, 1966, avec aussi le visuel d'une espèce de mèche qui s'allume comme cela, et il ne faut pas oublier qu'on les voyait beaucoup en noir et blanc, ces films-là, ces films de télévision. Certains, comme Les Mystères de l'Ouest d'ailleurs, ont eu des premières saisons en noir et blanc, et on est en train de passer à la couleur. Ça changera pas mal de choses, mais souvent on en a des souvenirs en France, des images en noir et blanc qui ajoutent aussi beaucoup, je crois, pour la magie de ces feuilletons. Mission Impossible, c'est aussi ce visuel je crois inimitable et inimité d'ailleurs, de présentation des personnages. C'est aussi au premier plan un acteur noir qui va faire une très brillante carrière et qui est mis sur le même plan que les autres. C'est pas rien en 1966 dans la télévision de grande diffusion aux États-Unis à cette époque. Et la musique, et oui, la musique, j'y viens, c'est Lalo Schifrin, qui est toujours vivant aujourd'hui, comme John Williams, qui a 89 ans cette année. Lalo Schifrin, il est né la même année, il aura aussi 89 ans cette année. Il est argentin, il est né à Buenos Aires, mais il va faire une carrière internationale et écrire sans doute les musiques les plus marquantes dans le cinéma aussi, mais avec Bruce Lee notamment, Opération Dragon et quelques films, je parle de Lalo Schifrin, qui sont restés dans toutes les mémoires, et puis surtout, bien sûr, Mission Impossible. Alors, écoutons-le.
Tout est dit en moins d'une minute. Mission impossible. Alors thème qui est aussi développé à l'infini au cours des 171 épisodes que va comporter cette série. Lalo Schifrin composera l'essentiel des thèmes qui vont servir, et ça c'est assez unique. Il y a quasiment que 2 ou 3 thèmes qui vont servir pour habiller tous les épisodes. Mais il n'y en a jamais 2 fois le même dans la présentation. C'est arrangé, réarrangé, adapté, et ça c'est tout à fait extraordinaire. C'est la force de ce compositeur d'avoir su faire ce rythme improbable à 5 temps. Pour les techniciens de la musique, ils comprendront ce que je veux dire par là, c'est-à-dire un petit côté bancal tout à fait rare, et qui va être l'originalité qui va payer pour, je crois, ce générique absolument inénarrable. Le feuilleton, au départ, parle beaucoup d'espionnage, de missions dans des pays de l'Est, c'est très guerre froide aussi, des pays d'Amérique latine aussi, c'est parfois politiquement très engagé, est très positif, très anti-guerre du Vietnam, même à certains moments. C'est militant, Mission Impossible, faut pas croire. À l'époque, dans la télévision publique américaine, publique avec des fonds privés, peut-être aussi pour cela. Et en France, on a reçu évidemment Mission Impossible avec le même bonheur, et la musique qui fait évidemment pour beaucoup. Lalo Schifrin, donc on va le retrouver tout à l'heure pour un autre feuilleton tout aussi intéressant. Mais en 1966, eh bien, on relance la science-fiction avec Star Trek, c'est encore très très à la mode. Star Trek, on a traduit en français, on l'a oublié ça, la patrouille de l'espace. Bon, ça n'a pas été beaucoup diffusé. Là encore une fois, il fallait surtout aller chercher sur Télé Luxembourg ce genre de feuilletons qui n'ont pas toujours été bien desservis par la télévision française. C'est pour ça qu'on les a connus plus sur le tard. La musique de Star Trek, qui a été par la suite donc abondamment pourvue ensuite. Il y a par exemple 2 séries comme Star Trek Nouvelle Génération et Star Trek Voyageur, dont la musique sera de Jerry Goldsmith, dont on a parlé tout à l'heure, et il y a eu au moins une dizaine de longs métrages qui ont été faits par la suite, et même un dessin animé. Mais le premier Star Trek en carton-pâte, si je puis dire, c'est Alexandre Courage. Oui, ça s'invente pas, c'est son vrai nom, compositeur mort en 2008, qui fait dans le cinéma depuis 1950 et qui fera son dernier film avec Superman 4. Bon, c'est pas le meilleur, mais enfin, Alexandre Courage, il est présent à la télévision, au cinéma. Et là, ce générique aussi très space opéra, avec des voix sans parole, un petit côté presque romantique. C'est pas wagnérien, mais c'est une idée de la science-fiction un petit peu moins, j'allais dire, caricaturale. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Cinéphonie sur RCF. Et on voit une fois de plus encore que la musique de la Guerre des Étoiles en 77, elle n'est pas née de rien. Il y a eu des prémices de ce style de musique. Alors en 1966, grand moment aussi, c'est Batman, une vieille bande dessinée de 1940 adaptée à la télévision après être passée par le serial au cinéma. Et là, c'est Neil Hefti, venu du jazz, qui va composer ce générique avec onomatopée comprise. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.
plus c'est basique et plus ça marche. Batman, mais enfin ça peut pas marcher à chaque fois non plus. Mais là, Neil Hefti a fait très fort. 120 épisodes qui vont donc durer jusqu'en 1968. Dans un autre genre, on fait dans l'exotisme. Alors la jungle, c'est Daktari. Daktari qui va se passer dans un pays qui sent encore très bon la colonisation en Afrique, tourné entièrement dans un parc de Californie, Daktari, avec une musique de Chelly Mann qui était percussionniste et venu du jazz et qui va nous faire une musique presque africaine. Presque africaine, pas du tout, mais enfin bon, ça a fait aussi les beaux jours de la télévision. En 66, un autre feuilleton de science-fiction, Au cœur du temps. En fait, on recycle des vieilles bandes de cinéma qui ne servaient pas pour faire aller des héros dans le temps, dans l'espace aussi, mais dans des lieux improbables, parfois dans la préhistoire, parfois dans le futur. Au cœur du temps, seulement 30 épisodes, mais une musique encore une fois de John Williams, très inspirée dans la science-fiction. Et oui, au cœur du temps, eh bien on y vient. Alors en 1966, c'est aussi un feuilleton inénarrable, surtout par sa musique, complètement loupée, qui n'a eu aucun succès, qui a duré 26 épisodes, c'est le Frelon Vert, Green Hornet, dont un film a été fait plus récemment. Mais alors, sa musique, j'ai rien à en dire, on l'écoute. Donc ce Frelon Vert, donc avec le trompettiste Al Hirt, c'est un trompettiste qui a composé cette musique, Billy May, il a arrangé le vol du bourdon d'un opéra du 19e siècle de Rimsky-Korsakov, où pour aller voir sa bien-aimée sur un bateau, le héros se transforme en bourdon pour mieux se transporter. Alors, pub Orange, un film en 2011, Le Frelon Vert, cette musique, alors que le feuilleton a un peu loupé, si ce n'est qu'il y avait quand même Bruce Lee comme garde du corps du héros. En 1966, Bruce Lee était totalement inconnu et a fait ensuite la carrière que l'on sait. Alors, en 1967, on est encore dans la science-fiction, mais là, plus dans le sociétal, dans le quotidien de ce qu'est l'Amérique profonde, c'est Les Envahisseurs. Pour 43 épisodes, la musique est de Dominique Frontière.
Ah, ça faisait peur à l'époque, ce côté jingle. Ta-da-dam, ta-da-dam. La force, encore une fois, du générique de télévision. Dominique Frontière, qui en a fait d'autres d'ailleurs à cette époque-là, dans d'autres domaines. Et nous terminerons avec Lalo Schifrin, une deuxième fois, comme annoncé, très inspiré avec Manix, très beau feuilleton policier, avec Mike Connors et aussi une femme noire, Guy Fisher, comme adjointe. C'est pas rien, encore une fois, à l'époque, on le dit souvent, 194 épisodes, Manix, Lalo Schifrin, encore une fois très inspiré, cette fois-ci avec une espèce de valse bossa nova improbable. Eh bien, à bientôt pour d'autres aventures musicales.